Je me suis dit, il est hors de question que je meure cette nuit parce que j'ai une petite fille et c'est impossible que je la laisse. C'est que si je meurs cette nuit, c'est que je meurs malheureuse, en fait. Je me sentais tellement vide et tellement seule que si je meurs là, je meurs totalement malheureuse. Ça a été un déclic, enfin un vrai déclic. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La série d'été de la petite voix, c'est parti ! Elle le savait pourtant, Pauline, que quelque chose clochait, qu'elle étouffait dans cette vie qui ne la rendait pas heureuse. Sauf qu'elle refusait de l'entendre. Alors, puisque sa tête a fait la sourde, c'est son corps qui s'est un jour manifesté. Violemment, dangereusement. Pauline se retrouve aux urgences avec de sérieux problèmes de cœur. Va s'en suivre une nuit horrible d'angoisse, de douleur, où elle craint le pire. C'est au cœur de cette nuit noire qu'une promesse émerge. Si elle s'en sort, sa vie va changer. Elle ne la subira plus. Alors, quand elle ouvre les yeux le lendemain, pas encore guérie, mais sortie d'affaires, Pauline sait que c'est le premier jour du reste de sa vie. Bienvenue dans un épisode puissant et émouvant où on découvre une femme qui a eu le courage d'écouter sa petite voix pour se libérer et trouver la paix. Avec Pauline, nous allons parler d'une frénésie de projets pour ne pas avoir à se poser trop de questions. De la sensation de se sentir comme un animal blessé et du long chemin pour se reconnecter à elle-même. Eh ben bonjour Pauline et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci beaucoup. Eh ben écoute, je suis ravie de te recevoir et touchée par avance de l'échange qu'on va avoir parce que, en fait, ce dont tu vas nous parler, Pauline, c'est comme d'une renaissance. D'ailleurs, c'est comme ça que t'en parles. Tu dis que tu es née 3 fois, donc à ta naissance, bien sûr. Tu dis que tu es née lorsque tu as accouché de ta fille et puis tu dis que la 3e fois, c'était cette fois-là dont on va parler ensemble aujourd'hui, pendant une nuit terrible à l'hôpital. Moi, j'ai tout de suite envie de te demander, avant qu'on se lance, comment tu vas aujourd'hui et comment va ta santé ? Très bien, je vais très très bien. J'ai eu un traitement, j'ai été suivie et aujourd'hui, voilà, je me sens vraiment très bien. Bon, on va en reparler tout à l'heure dans le détail de ce qui t'est arrivé. Mais avant qu'un jour tu te retrouves à l'hôpital au seuil de la mort, t'avais sur le papier une vie où tout allait super bien, non ? Tout à fait, j'avais absolument tout ce qu'on pouvait rêver. J'avais une grande maison, un mari, une petite fille, un travail qui me plaisait. C'était vraiment idyllique. J'étais une femme très active, j'avais beaucoup de projets. J'ai toujours été dans l'action. Voilà, c'est de faire des projets, mener des actions. Je faisais du sport, j'avais une formation à côté de mon travail, donc je partais sur Paris un week-end par mois. Voilà, je remplissais mes journées. À l'époque, je faisais du yoga, du renforcement musculaire, beaucoup de footing. Voilà, beaucoup de besoin de me dépenser, de faire des choses tout le temps. Tu faisais quoi professionnellement à l'époque ? Donc, je suis chargée de mission parentalité. Donc, j'organise des événements autour de la parentalité dans la ville dans laquelle je travaille. Et en parallèle, je faisais une formation pour devenir consultante en parentalité. Moi, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. C'est un vrai sens pour moi, en fait. On commence à comprendre quand même que tout ça cachait
Une vie intérieure pas aussi belle que la vie extérieure, non? C'est ça. Mais après, voilà, je me suis rendu compte effectivement par la suite à quel point je sais être dans le déni. J'arrivais à me dire que c'était passager, que ça allait passer, que après le week-end, après la semaine, après tel projet, tel événement, ça irait mieux. Et en fait, même quand tout ça était passé, voilà, je ressentais quand même un vrai vide en moi, ce sentiment vraiment de se sentir extrêmement seule et vide, même quand j'étais entourée en fait. Mais c'est vrai que je suis une personne ouverte, qui adore parler avec les gens, extrêmement sociable. J'adore qu'on me parle de sa vie, j'adore voilà qu'on échanger vraiment le lien. Pour moi, ça fait partie de mon bonheur et de mon développement d'échanger avec les gens. Et donc c'est vrai que je me suis plongée dans la vie des gens et puis à essayer de combler en fait tous les moments que j'avais pour surtout pas me retrouver avec moi-même en fait. C'est beaucoup plus facile de se plonger dans la vie des autres que dans la sienne. Et puis c'est vrai que moi j'ai un peu évolué à ma façon, j'ai toujours fait des choix vraiment selon mes intuitions, selon ce que je voulais, mais je pense que je voulais aussi convenir un petit peu aux clauses sociales. De se marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un travail stable, et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez rassurant, mais qui est arrivé peut-être un peu trop tôt pour moi en fin de compte. Moi, je me suis mariée, je me suis mariée en 2020, donc j'avais 30 ans. Dans tout ce qui était positif, je me faisais confiance. Et tout ce qui pouvait sembler un petit peu négatif, un petit peu difficile, un petit peu, ça, je le reniais complètement. J'avais pas envie d'aller creuser, d'aller voir. J'avais pas envie d'être mal. J'avais toujours inconsciemment ce besoin de montrer aux gens que j'étais heureuse, que tout allait bien, que d'avoir vraiment ce masque-là et de montrer que moi je gérais la situation, tout allait bien se passer. Et t'as pas eu envie à l'époque de te faire accompagner par un thérapeute, une psy Quand j'ai eu ma fille, j'ai fait un début de dépression postpartum. Et très vite, en fait, j'ai pris les choses en main parce que je voulais surtout pas justement être une maman malheureuse et que je voulais absolument que ma fille ait un exemple de femme épanouie, active, voilà. Et c'est vrai que j'ai fait une thérapie du coup pendant 1 an et demi. Moi, ma parentalité m'a donné vraiment confiance en me disant je peux y arriver, je peux le faire en fait. Et je peux le faire. Du coup, je vais le faire. Et sauf que je vais le faire mais trop tout le temps sans répit en fait. Ça m'a vraiment surtout donné l'opportunité d'avoir une vraie confiance en moi, en l'avenir et au fait que je pouvais être une maman, une femme, une salariée, une amie, tout ça en même temps, que c'était possible. J'avais juste oublié le petit point de écoute-toi, pose-toi et qu'est-ce que tu veux vraiment en fait à ce moment-là. J'ai déconstruit certaines choses effectivement intérieures, mais si je pouvais ne pas trop creuser là-dedans, ça m'arrangeait aussi. On peut appeler ça une fuite en avant, quoi. Donc, si je comprends bien, en fait, Pauline, dans toute cette histoire-là, toi, tu deviens maman. Les premiers temps de ta vie de maman sont compliqués et c'est aussi un moment où, en fait, tu vas t'éloigner de ton mari aussi. Tout à fait. En fait, on n'a pas réussi à communiquer aussi bien lui que moi, à se dire les choses. Et je me rendais compte que je nourrissais une certaine colère envers lui, mais sans arriver à lui dire, un certain déni de mon mal-être sans arriver à me l'avouer. Donc c'était assez compliqué de communiquer, de parler. On était vraiment dans une routine comme ça où c'était compliqué pour lui psychologiquement, où c'était compliqué pour moi mais je me l'avouais pas. Donc en fait fatalement ça a mené vers une séparation. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais avec ton mari? Vous vous connaissiez bien? Alors on se connaissait bien parce que c'était mon meilleur ami au lycée et on s'était retrouvés 15 ans plus tard. Et effectivement, quand on s'est mis ensemble, on se connaissait déjà, donc tout est allé assez vite. On s'est mis ensemble au mois d'août, on a emménagé ensemble au mois de septembre.
Ensuite, voilà, je suis tombée enceinte l'année d'après. On a eu notre fille donc l'année suivante. Et 1 an et demi plus tard, on s'est mariés. L'année d'après, on a acheté une maison. Voilà, même moi, j'ai sûrement mis une certaine pression. J'avais envie de faire famille avec lui, donc on s'est lancé comme ça dans une aventure qui ne s'arrêtait pas. Et c'est vrai que moi, ça m'allait très bien, mais c'était pas réciproque en fait. Je pense que voilà, il aurait eu besoin de temps de pause que j'ai pas laissé la place pour ces temps de pause là en fait. D'accord. Et du coup, ça a creusé, si je comprends bien, un espèce de fossé qui a été encore plus important avec l'arrivée de votre fille, hein. C'est ça. Ça a été un vrai bonheur. Enfin, vraiment, je veux surtout pas dire que c'est à cause de ma fille parce que non, vraiment, ça a été, elle nous épanouit encore tous les jours. Mais je pense que on est arrivé dans la parentalité avec des bonnes valises qu'on aurait peut-être dû régler en amont. Voilà, parce que ça remue plein de choses, la parentalité, ça rappelle beaucoup de choses. Et effectivement, on peut pas le faire avant parce qu'on peut régler certaines choses avant. Mais effectivement, c'est quand on est dans le dur et qu'on se rend compte de certaines choses, et on peut se rendre compte que quand l'enfant est présent, que voilà, c'est important à ce moment-là vraiment de se dire ok, je vais aller soigner certaines choses chez moi parce que là en plus je suis plus tout seul quoi. Vu que à chaque fois qu'il y avait un truc négatif en moi, j'essayais de l'enfouir. Et pareil, dès que ça pouvait ressortir, c'était difficile pour moi de dire les choses avec subtilité, avec douceur, je pouvais en fait être beaucoup plus dans cette notion de critiquer sur des petits points que d'aller communiquer sur les choses importantes. À un moment donné, la situation devient tellement compliquée, tu le dis, tu te sens comme enfermé dans une situation que tu finis par subir. Mais là, en fait, c'est ton corps qui prend le relais et qui commence à te donner des signes très nets que quelque chose ne va pas. Totalement. Fin d'année, du coup, 2022, je commence à avoir vraiment le cœur qui se serre, mais vraiment au sens propre du terme. Cette sensation comme ça que l'on m'écrase le cœur. J'ai des petites sessions comme ça ça dure voilà, une demi-heure, 1 heure de temps en temps, souvent le soir. Ça me prend d'un coup, je m'y attends pas. J'arrive à me calmer un petit peu. Voilà, les premiers temps, du coup, le père de ma fille voit ça aussi. Il essaye aussi de me calmer en me disant que c'était peut-être une crise d'angoisse ou un peu de l'anxiété. Voilà, je me dis bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, c'est négatif, donc on s'attarde pas dessus. Et puis ça m'affaiblit. Et s'il y a bien quelque chose que je supporte pas, notamment à l'époque, c'est vraiment que me sentir affaiblie. Après la deuxième fois, je vais voir un médecin qui me dit non, c'est pas grave. Enfin, mais il regarde. Enfin, très rapidement, c'est mon médecin traitant qui regarde. Elle prend la tension, elle écoute mon cœur. Il y a rien d'alarmant en fait. Elle est extrêmement rassurante en disant que effectivement, c'est peut-être la fatigue et le stress. Ce que je me suis dit en fait. Donc évidemment, à 31-32 ans, on n'imagine pas avoir un problème de cœur. Sauf que malheureusement, c'est ce qui va se passer, hein. Je crois que tes douleurs sont de plus en plus fréquentes jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Tout à fait. En fait, au mois de décembre, j'ai une nouvelle crise et là, cette crise, elle s'arrête pas en fait. Et ça fait extrêmement mal. J'arrive plus à respirer. J'ai vraiment l'impression que l'on m'étouffe, que l'on m'écrase le cœur. Donc le père de ma fille appelle les pompiers et les pompiers arrivent et ils pensent encore quand ils arrivent que c'est peut-être une crise d'angoisse ou quelque chose. Ils m'emmènent à l'hôpital parce que j'ai des antécédents en plus familiaux au niveau du cœur qui sont pas terribles. Donc en fait, ils prennent pas de risque, ils voient vraiment que je vais pas bien, j'ai de la fièvre, je tremble, enfin. Tu te dis quoi, toi, à ce moment-là? J'ai l'impression que tu sens que c'est pas juste une crise d'angoisse, quoi. Ah non, mais depuis le début, je sens bien que c'est pas une crise d'angoisse. Mais je veux pas savoir ce que c'est, en fait.
Et qu'est-ce qu'on découvre alors? Donc en fait, je fais une péricardite. C'est une inflammation du péricarde. Le péricarde, c'est la membrane qui entoure le cœur. Ça peut être quand même grave. C'était vraiment important, voilà, d'avoir une prise en charge médicale à ce moment-là. Et donc voilà, j'arrive à l'hôpital, sauf que l'hôpital, on sait malheureusement comment ça se passe et que faut beaucoup attendre. Donc ils me donnent des médocs pour calmer la douleur, pour aussi un petit peu me faire dormir. Et en fait, je reste 7 heures dans un couloir sur un brancard. Ils m'ont donné un médoc et en fait, ils ont pris mes constantes, ma fièvre. C'est vrai que le médoc qu'ils m'ont donné, c'était un médoc assez fort quand même, donc il me calme beaucoup la douleur. Donc en fait, c'est vrai que je suis plus dans l'urgence de la douleur et psychologiquement, je suis encore sur mon téléphone à me dire ah mince, j'ai ça au boulot la semaine prochaine, comment je vais faire, j'envoie des messages, je suis en train de planifier du coup bon là ils vont me garder vite fait mais après c'est pas grave ce week-end je vais décaler ça mais bon demain je vais pouvoir peut-être enfin vraiment encore dans ce truc de voilà, ils m'ont donné un truc, ça va mieux, maintenant on va repartir quoi. Je fais l'autruche, c'est rien, c'est pas grave, il y a rien de grave, ils m'ont donné un truc et je vais repartir et voilà, j'ai pas le temps en fait d'être malade et d'être à l'hôpital. Donc vraiment j'espère que ça va se passer vite et que je vais pouvoir reprendre ma vie quoi. Et puis j'ai ma fille elle a 3 ans, moi je suis partie, elle était à la sieste. Comment je vais faire? Donc il y a son père, mais elle va pas me voir ce soir. Voilà, vraiment, je suis dans l'organisation, je suis dans le faire, dans comment je vais faire pour m'organiser pour ça. Du coup, enfin, c'est déni total et aucune envie de m'intéresser et de savoir ce qui se passe pour moi tant que je peux encore respirer, quoi. Au bout des 7 heures, on me met dans un box et là, les médicaments commencent à ne plus faire effet. La douleur revient et là, elle revient très très forte, comme jamais en fait elle avait été. Et là, ça a été la pire nuit de ma vie, je pense. Je peux plus être à essayer de m'enfuir psychologiquement ailleurs. Je suis toute seule dans ce box-là, j'ai très froid, je monte à 42 fièvre. Je tremble, j'ai extrêmement mal. J'ai vraiment cette sensation que on me compresse le cœur et je pousse des cris d'animaux tellement j'ai mal en fait. Je suis plus moi-même en fait. Enfin, je sens vraiment que là il y a un gap et que j'ai vraiment cette sensation de devenir d'avoir cet instinct comme ça animal qui ressort. Et j'ai tellement mal que c'est des râles, vraiment des gros râles de douleur intense et tellement qu'il y a une dame dans le box en face qui va voir l'infirmière de garde et qui dit mais faites quelque chose pour cette dame parce que là elle est pas bien du tout en fait. Avec cette douleur-là, est-ce que la peur de mourir est présente ou t'es juste dans cette sensation physique insupportable? Et là ça vient en fait. Là je me dis là je vais mourir en fait. Là je suis toute seule dans cet hôpital. J'ai mal, j'ai tellement mal et j'ai vraiment eu cette sensation que j'allais mourir en fait. Et c'est la première fois de ma vie que je sens que la mort, elle me frôle quand même de très très près. Je me suis dit, il est hors de question que je meure cette nuit parce que j'ai une petite fille et c'est impossible que je la laisse. C'est que si je meurs cette nuit, c'est que je meurs malheureuse en fait. Je me sentais tellement vide et tellement seule que si je meurs là, je meurs totalement malheureuse. Ça a été un déclic, enfin un vrai déclic. Je me suis dit mais vraiment là, si je meurs, je pourrais pas dire que j'ai été heureuse quoi, parce que c'est trop dur. Je suis trop vide, je suis trop seule. Je me sens tellement en fait vide de tout. La seule personne en fait qui me retient ici
et que j'aime infiniment et plus que tout, c'est ma fille et je peux pas la laisser en fait parce que je peux pas laisser une petite fille sans maman et qu'elle a besoin d'une maman en fait heureuse et que là pour l'instant je tenais le change mais que c'était pas vraiment le cas. Ça a été vraiment un tsunami comme ça, un déclic de me dire mais il est hors de question que ma vie continue comme ça en fait. La nuit s'est terminée, les médecins sont venus pour enfin m'ausculter, me redonner les médicaments, m'emmener en fait pour faire une IRM et c'est vrai que j'ai pas été sympa avec eux parce que je venais de vivre là, j'avais l'impression d'avoir traversé l'enfer en fait. Mais voilà, je suis vivante. Je suis vivante et j'ai l'impression que on m'a donné une deuxième chance. Mon corps avait parlé, autant mon esprit, je pouvais mettre des choses de côté, je pouvais mais là mon corps, je pouvais pas le mettre de côté en fait. Et alors, qu'est-ce qui va se passer déjà physiquement? Est-ce que tu vas mettre du temps à te retaper? Est-ce que tu vas rester longtemps hospitalisée? Alors, je vais pas rester longtemps hospitalisée. Du coup, après, effectivement, le lendemain, avec les médicaments qu'ils m'ont donnés, déjà, ça va beaucoup mieux. Suite aux résultats de prise de sang, d'IRM, ils ont vu que c'était une péricardite. Ils ont un diagnostic, donc ils ont un traitement. Donc là-dessus, voilà, ils me disent que c'était ça, qu'ils vont me garder encore quelques heures, mais qu'avec le traitement que je vais avoir, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors après, ça affaiblit tellement le corps que moi j'ai perdu 5 kilos en 15 jours. Je pouvais difficilement marcher. J'étais vraiment dans un état j'étais une petite vieille quoi quand je me déplaçais et extrêmement affaiblie. J'ai été arrêtée 15 jours et après en fait ça tombait sur les vacances de Noël. Donc j'avais une semaine de vacances donc en fait voilà, pendant 15 jours vraiment j'ai été alitée chez moi à dormir beaucoup parce que les médicaments en fait étaient assez forts et avaient tendance vraiment à m'endormir. Il y avait rien d'autre à faire que du repos et de prendre ce traitement pour se requinquer le plus possible. Mais je crois que c'est aussi à ce moment-là, très rapidement après cette nuit à l'hôpital, que tu prends aussi une décision pour le coup radicale. Oui, là je me suis dit je suis pas heureuse, je suis vraiment pas heureuse et donc là je me souviens que je rentre chez moi, que je suis toute seule dans ma chambre, dans mon lit extrêmement affaiblie et que je me dis que là c'est plus possible, qu'il faut que je change, que la personne avec qui je suis je la comprends plus et qu'il faut que ça s'arrête et donc j'enlève mon alliance, je la pose sur ma table de chevet et je l'ai plus jamais remise depuis. Le 1er janvier qui a suivi, je lui ai dit que c'était terminé, que voilà, ça pouvait pas continuer comme ça. Ça a été long, ça a été laborieux quand même pour arriver à une certaine osmose. Cette décision, elle s'est imposée à moi. J'ai rien anticipé, j'ai rien choisi, j'ai rien voulu. Et ça a été vraiment cette nuit-là où je me suis dit mais je ne peux pas continuer comme ça. Il faut absolument que je tire des leçons de ce qui m'est arrivé et que je tende en tout cas vers le bonheur, en tout cas dans un développement beaucoup plus harmonieux et surtout une connaissance de moi-même quoi. Et que j'arrête de mentir et que j'arrête d'être dans le déni. La séparation du coup a mis du temps un petit peu à se faire, plein de raisons différentes. Et ensuite, quand j'ai enfin eu mon chez moi, que j'ai déménagé dans une toute petite maison avec peu de moyens, je me suis retrouvée extrêmement apaisée, extrêmement alignée. J'avais plus le choix là d'être en face de moi. Ça a été libérateur pour moi. Ça a été vraiment libérateur pour moi d'avoir cet espace à moi et d'avoir ce temps pour cheminer avec moi-même. Et j'ai vraiment les 6 premiers mois en tout cas vraiment pris ce temps-là de prendre du temps pour moi et pas seulement 1 heure par-ci par-là entre 2 rendez-vous en fait.
Et ça, vraiment se poser et en fait être confronté à soi-même, on est obligé en fait de prendre ce temps et d'être dans le moment présent. Et à partir de là, en fait, moi ça m'a vraiment apaisée et j'ai vraiment ressenti une sérénité que j'avais pas ressentie depuis très longtemps. Et comment tes proches, tes amis, tes parents, comment ont-ils vécu tout ça? Parce que c'est une chose de t'accompagner dans la maladie ou la sortie de cette maladie, mais c'en est une autre d'assister à cette espèce de transformation là, même morale et psychologique, quoi. Moi, j'en ai pas beaucoup parlé que de cette nuit-là. J'en ai parlé à très peu de gens parce que, enfin voilà, je suis toujours un peu secrète. Je parle pas trop de mes faiblesses, en tout cas, de ce que moi je pensais être des faiblesses. C'est vrai que voilà, t'en parler à toi aujourd'hui et l'ouvrir comme ça au plus grand nombre, c'est aussi parce que j'ai fait ce chemin à me dire que tu vois, j'appelle ça une faiblesse. C'est pas une faiblesse en fait, c'est une fragilité que j'ai eue qui m'a portée par la suite et j'ai su en faire une force. Et donc c'est vrai que j'ai pas parlé de cette nuit-là et qu'ensuite bah de toute façon voilà autour de moi quand j'ai dit que je me séparais il y a eu de toute façon de la bienveillance parce que voilà ça a été bah si t'es plus heureuse comme ça fais-le en fait. Donc ça a été beaucoup plus de la bienveillance, pas trop de questions, de l'accompagnement enfin plus dans le faire que dans l'être, ce qui m'allait très bien. Quand on est conscient qu'on est trop dans le faire et pas assez dans l'être, c'est bien d'en prendre conscience. Mais après, il y a tout un processus quand même. Il faut du temps pour vraiment changer la donne et changer les curseurs. Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu as réussi à atteindre ce stade-là où, bah, ça y est, ce masque-là est tombé, cette envie de donner le change tout le temps, d'être toujours hyper actif, tout ça, t'as lâché ça? J'ai beaucoup plus lâché qu'avant. Alors, j'en suis pas encore au stade à exprimer quand ça va pas trop, juste à mes amis vraiment très proches. Je suis beaucoup plus maintenant dans l'acceptation de dire ok là ça va pas en fait. Et donc elles-mêmes elles me disent mais c'est génial en fait parce qu'avant jamais tu nous aurais dit ou tu nous aurais expliqué les choses bien après. Et maintenant voilà, petit à petit au fur et à mesure de comment je me sens, je me permets de le dire. Et rien que ça, je pense que déjà c'est quand même quelque chose qui est une avancée. Et puis je me rends compte même au travail. Enfin, avant, voilà, j'avais ce truc de fallait que tout soit parfait. Je me suis enlevé une pression et vraiment je me suis autorisée à pas être la personne idéale. Je me découvre moi-même sur certains points où je me dis mais je savais pas que je réagissais comme ça face à cette situation. Enfin. En fait, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une amie et c'est génial en fait et j'adore passer du temps avec moi-même. Tout ça est encore récent. Donc, qu'est-ce que tu en retiens? Je retiens que vraiment, il est important de se connaître soi-même, de s'accepter en fait dans toutes ses facettes. On n'est pas tous parfaits et c'est pas grave. On a des défauts, on a des traumatismes, on a des valises qui sont pas évidentes. Et en fait, juste les éclairer et de se dire bah c'est ok en fait. Oui, j'ai ce défaut-là. Déjà s'accepter dans toute son entièreté avant d'essayer de se projeter dans une relation, parce que la problématique d'une relation quand on n'est pas au clair avec soi-même, c'est que on a tendance à chercher quelqu'un qui comble nos manques. Et c'est vrai que voilà, moi, ma volonté vraiment maintenant, c'est d'être en phase avec qui je suis. Et ensuite, plus tard, peut-être, voilà, rentrer dans une relation et qu'on m'accepte surtout dans toute mon entièreté. Voilà, les 6 premiers mois, ils ont vraiment été dans cette volonté de vouloir me pardonner, de me donner de l'amour, d'être beaucoup plus juste avec moi-même et de m'écouter. Les 6 prochains mois, je dirais que ils sont beaucoup plus dans cette volonté de m'accepter telle que je suis, de pas en fait me modeler par rapport à une volonté d'eux et qu'en fait qui même me suivent quoi.
Qu'est-ce que tu dirais à la Pauline apeurée là sur son lit d'hôpital, sur son brancard? Je lui dirais que ça va être très compliqué, mais que ça va être que du bonheur par la suite, et que malheureusement, que ça va être un passage obligatoire pour ensuite tendre vers une meilleure version de moi-même, et en tout cas la plus juste et la plus vraie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Pauline, pour la suite? D'être en phase avec moi-même, de continuer comme ça ce processus d'être en phase avec moi-même. Alors après, je vais pas mentir, hein, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus compliqués parce que se retrouver seule, c'est pas évident, mais j'ai plus jamais ressenti je sais pas si tu peux comprendre ce sentiment de vertige qu'on peut avoir parfois dans la vie, et en fait, je n'ai plus jamais ressenti ce sentiment depuis que je suis seule, et depuis cette fameuse nuit. Et donc je me sens quand même seule mais portée malgré tout. Donc j'espère du coup, enfin, c'est pas que j'espère, en fait, je suis sûre que je suis sur le bon chemin à essayer voilà, d'être la plus authentique, entière, juste possible, et ancrée en fait dans ma vie, et être en accord vraiment avec qui je suis. Moi, ce qui m'a donné cette force-là, c'est le fait d'être maman. Et j'aurais pas eu cette force-là, je pense, si j'avais pas une petite fille, et qu'elle m'a vraiment portée dans tout ce chemin, que ça a été ma priorité avec son père quand même, pour que elle vive ce cheminement et tout ça de façon la plus paisible possible. Ça a été, ça restera toujours, je sais, pour moi une force pour être dans ce développement comme ça vers un apaisement, une sérénité et une joie. Ben écoute, merci beaucoup Pauline pour ton témoignage qui est à la fois, j'entends dans ce que tu nous racontes quelque chose de très universel, hein, dans notre envie de tout bien faire, de coucher plein de cases, etc. Et du coup, ce que tu as fait de cette épreuve que tu as traversée est très inspirant. Donc merci beaucoup Pauline. Merci beaucoup Hervéline. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de la petite voix, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself?